Très bien, je suis ici avec Stanislav. Stanislav, comment ça va? Où les gens peuvent-ils suivre votre travail? Très bien. Il fait beau et ensoleillé dehors, 30 degrés et quelques. On se croirait en été. Et parlant d'été, quelque chose de totalement différent. Oui, vous pouvez trouver mon travail sur Substack à Zemec Garenek et sur X à Stanis Krapivnik. On n'a pas pu faire tenir tout le nom. Et sur YouTube sous Mr. Slavic Man, Slavic avec United Nations K, en United Nations seul mot. Et sur Telegram, Stas Today Obratno et la chaîne russe, et Stas et la chaîne anglophone. Très bien. Ces liens sont dans la description en dessous. Stanislav, parlons de ce qui se passe en Ukraine sur les lignes de front. On commence par là, puis on parle United Nations, peu de ce qui se passe au Kremlin et des drones et tout ça. Donc, par où voulez-vous commencer? Le Kremlin et les drones ou ce qui se passe sur le front? Commençons par le front. J'ai le regret de dire que c'est United Nations effondrement total. Les Ukrainiens sont juste à l'extérieur de Moscou. Je vais aller creuser ma tranchée maintenant et préparer la dernière résistance. Les deux points chauds que les médias ne couvrent pas, que la presse occidentale ne couvre pas, ce sont Konstantinovka et Liman. Oh, c'est bien plus que ça. C'est vrai. Mais je pense que ce sont ceux que le public connaît. Mais dites-nous ce qui se passe sur le front. Oui, oui. D'ailleurs, j'en apporte d'autres. Je prévois d'y descendre bientôt et d'apporter encore de la nourriture pour les soldats, parce que nous sommes à court de provisions. Et toute cette propagande occidentale. Alex, tu as tout à fait raison. Ce dont tu n'entendras jamais parler. On va entendre que l'Ukraine lance une offensive de drones. Ce qu'on n'entend pas, c'est que c'est essentiellement une offensive terroriste de drones, parce qu'ils ciblent davantage les civils que d'habitude. Mais on n'entend pas que Konstantinovka est prête à tomber. Ce qu'on a entendu la semaine dernière, c'était, du côté ukrainien, vous savez, ils ont dit qu'il pourrait être nécessaire d'évacuer Mirograd, aussi appelé Dimitrov. C'est exact. La semaine dernière, ils ont admis qu'ils pourraient devoir évacuer Mirograd. Oui, ils ont été encerclés et anéantis il y a 6 mois à Mirograd. Mais qui compte, pigeons voyageurs ou rats des tranchées, partez lentement pour Kiev. Donc oui, ils se souviennent soudainement qu'il faudra peut-être évacuer Mirograd. Donc si vous suivez les infos occidentales, vous avez au moins 6 mois de retard sur la réalité, voire vous êtes complètement hors de la réalité. Konstantinovka est à 80% aux mains des Russes, en comptant la grande enclave de soldats ukrainiens au sud-est de la ville qui est encerclée et qui n'en sort pas. La Russie continue d'avancer du nord-ouest et du sud-ouest autour de la ville. Il resserre donc l'étau pour prendre les 20% nord de la ville. Et puis, parce que Konstantinovka, si vous la regardez, est juste ici. Ici, vous avez Druzinka, ici Kramatorsk et ici Slavinsk, formant une sorte de mur, United Nations, grand conglomérat urbain, très peu de distance entre les villes. Ils se sont en quelque sorte rejoints. Mais maintenant, on peut contourner ce mur. Une fois que Konstantinovka tombera complètement, on pourra passer par le sud et contourner l'arrière de Druzinka. Ça pose United Nations sérieux problème pour les Ukrainiens. De plus, quand Konstantinovka tombera, toutes les principales lignes d'approvisionnement de ces 3 villes, de cette dernière muraille, passent par des routes exposées aux drones. Ils vont commencer à couper ces voies logistiques. Et pourquoi c'est une forteresse? Parce que ce sont ces 3 villes, les 3 dernières encore aux mains des Ukrainiens, qu'ils préparent depuis 2014. Slaviansk, on le sait, c'est là que les premiers combats ont vraiment commencé, pas la première rébellion. C'était Kharkov. Cela a été réprimé très violemment par le service de sécurité de l'Ukraine, qui faisait abattre dans la rue les voix influentes, les emmener dans les bois et leur tirer une balle dans la tête. Ils ne se donnaient même pas la peine de faire des fosses communes. Ils laissaient simplement des corps éparpillés dans les bois autour de Kharkov. Puis Mariupol a été écrasé par des blindés de transport de troupes et de lourds tirs. Mais c'est à Slaviansk qu'ils se sont cassés les dents à réprimer, ce qui a permis à Donetsk et Lugansk de s'organiser.
Le reste appartient à l'histoire, comme on dit. Donc, ces 3 villes sont fortifiées. Elles sont très bien fortifiées. On a coulé du béton armé, aménagé des bunkers, des tunnels, etc. depuis en fait 2014. Ouais, quand ils n'arrivaient pas à prendre facilement Lugansk et Donetsk, et qu'ils ont compris que ce serait long, ils ont commencé à développer des défenses. Ailleurs, si on regarde les positions défensives à Kharkov ou à Zaporozhye, ce sont des positions relativement légères parce qu'elles ont été creusées ces dernières années, souvent sous le feu. Ils n'ont pas ces gros ouvrages en béton. Ce sont plutôt des positions de campagne, des tranchées. Donc, ces 3 villes sont en train de tomber. Krasny Liman, au nord, qui est le point d'entrée vers Slavinsk. D'ailleurs, c'était déjà le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est par là que l'armée rouge a libéré tout le conglomérat. Ils sont passés par Krasny Liman, qui domine les hauteurs, pour l'artillerie sur Slaviansk et aussi pour les drones. Ça offre une bonne vue sur Slaviansk et facilite grandement la suppression de l'ennemi dans ce secteur urbain. Krasny Liman est donc essentiellement encerclé. Il a été coupé de ses lignes d'approvisionnement, par les drones et par la coupure des routes directes. Et hier, il y a European Union des informations indiquant que les forces russes ont percé au nord et auraient éventuellement pris toute la partie nord de Kostia Liman. Il reste donc environ United Nations tiers de la ville aux mains des Ukrainiens. Ils sont à court de munitions et commencent très rapidement à manquer de nourriture. Donc quand ça tombera, et ça tombera, cela exercera une pression supplémentaire, attaque directe en descente et domination par l'artillerie et les drones depuis le nord sur ce conglomérat des 3 villes. Et les forces russes se trouvent à environ 5 ou 6 kilomètres à l'est de cette ligne, la ligne Druzhinsk-Kramatorsk-Slovensk, et approche des lisières de la ville. Donc cette portion, une fois que ce sera réglé, Donetsk sera fini. Je veux dire pour la République populaire de Donetsk en ce qui concerne sa libération. Les forces russes continueront bien sûr à ce stade. Je veux dire les objectifs de guerre ont changé, que quiconque le dise ou non, mais ils ont changé, et les forces russes continueront à libérer du territoire russe dans le Dnipropetrovsk. Elles continueront d'avancer dans Kharkov, plus profondément dans Kharkov. Surtout que Kharkov utilise des civils et des infrastructures civiles. C'est depuis Kharkov qu'ils tirent sur Belgorod, directement sur le centre-ville. Il y a 40 km de centre-ville à centre-ville. Ce sont 2 villes relativement proches l'une de l'autre. Donc les forces russes continueront d'étendre leur territoire dans Kharkov, et qui sait, à ce rythme, il y aura peut-être bientôt une république populaire de Kharkov. Et en remontant vers le nord, on trouve Sumy. Pourquoi Sumy? Sumy est une ville très ouverte, d'environ 200 000 habitants. Je ne sais pas exactement quelle part de cette population est encore sur place. C'est une ville très plate, donc difficile à défendre. Mais c'est aussi United Nations nœud logistique, pour Tchernihiv, puis Kiev, et pour les axes descendant vers Kharkov et en revenant. Si vous pouvez couper Sumy, vous coupez Kharkov de ses approvisionnements venant du nord-ouest. Kharkov n'aura d'approvisionnement que par le sud, en traversant la rivière. Il y a beaucoup de ponts à franchir. C'est donc une zone qui peut être coupée plus tard, à mesure que les forces russes se rapprochent de Kharkov. Au fait, pour comprendre Kharkov, et c'est l'avenir de toute l'Ukraine, Kharkov enrôle maintenant activement des femmes de force. Les autorités ukrainiennes poussent de jeunes femmes à aller au front. Et ce qu'on a vu à travers l'Ukraine, d'après quelles sources? S'agit-il aussi de sources ukrainiennes ou de sources locales? Oui, des Ukrainiens locaux. C'est ce qui remonte. Ils placardent partout en Ukraine des affiches disant « Tu es une femme ukrainienne, ton devoir est d'aller défendre l'Ukraine au front ». Pour l'instant, ce n'est pas le cas dans le reste de l'Ukraine, mais à Kharkov, il manque d'hommes. Alors, ils ont commencé à enrôler de force de jeunes femmes. Ce sera United Nations combat jusqu'au dernier Russe détenteur d'United Nations, passeport ukrainien. Je veux dire, ces villes sont totalement russes. Ce sont des zones peuplées d'ethniques russes. Et il se passe. Donc voilà la situation à Kharkov pour le moment. Sumy, comme je le disais, les forces russes au nord s'infiltrent par la forêt, qui arrive jusqu'aux abords de Sumy. Parce qu'avec le feuillage, les drones sont très limités.
De toute façon, les drones sont limités en zone boisée, car branches et drones ne font pas bon ménage. Comme toute personne ayant essayé United Nations Drone, jouer la vite à prix. Mais quand il y a du feuillage, ce n'est pas seulement difficile de toucher des cibles au sol avec United Nations Drone. Cela rend aussi difficile de savoir où ils se trouvent. La canopée offre United Nations excellent camouflage, une bonne couverture. Donc les troupes russes utilisent ces forêts. Elles ont franchi la deuxième ligne de défense. La ligne de défense suivante, c'est la ville elle-même. Et elle se trouve à peu près à 5 à 8 kilomètres. Elles ne se font pas remarquer, mais elles avancent à travers cette zone boisée. Donc, à ce rythme, d'ici la fin du mois, voire avant la mi du mois prochain, Sumy pourrait commencer à être investi par les forces russes, au moins dans son nord de Tay. On verra combien de temps Sumy pourra tenir, c'est une ville très plate et ouverte. Voilà la zone en question. Et encore une fois, l'Ukraine, ce que fait l'Ukraine, c'est détourner l'attention en pratiquant le terrorisme. Ils ont récemment frappé United Nations train de voyageurs. Ils ont touché plusieurs autobus, dont United Nations qui passait par la République populaire de Donetsk, pas dans Donetsk même. Je pense que c'était à Mikievka ou juste à côté. Il y a European Union 7 ou 8 personnes. J'ai vu différents bilans qui sont mortes soit dans leur sommeil à cause de l'explosion, soit brûlées dans l'autobus, et 11 autres blessés, plus 46 civils qui allaient vers le sud. Ils ont touché beaucoup de voitures. J'ai des amis qui ont fait United Nations trajet jusqu'à Zaporozhye pour livrer quelques affaires. On en restera là. Ce sont tous les deux d'anciens officiers, à la retraite, donc ils n'ont pas paniqué. Mais en revenant par l'autoroute de Mariupol, qui est à 4 voies, 2 voies dans chaque sens, les Ukrainiens minent l'autoroute à distance. Ils envoient United Nations Drone, larguent une mine, puis repartent. Pensez que plus de 98% de cette circulation est civile. Vous savez, la voiture devant eux a explosé sur une de... D'accord. Poutine, au forum de Saint-Pétersbourg, était très confiant en parlant de la situation sur le front. Il a dit que la Russie progresse sur l'ensemble de la ligne de front. Êtes-vous d'accord avec son analyse? La plus grande partie de la ligne de front? Oui, où rencontre-t-il des difficultés? Il y a deux secteurs. D'abord, ce n'est pas une vraie difficulté. Ils n'y concentrent pas leurs forces. Et ce sont les zones à l'ouest de ce qui était appelé Pokrovsk, désormais Krasnoyarsk. C'est plutôt United Nations combat statique, je pense, parce que la plupart des ressources de cette zone sont envoyées vers Konstantinovka, puis vers Dzerzinka, Kramatorsk et Slaviansk, l'agglomération. Donc il n'y a pas vraiment de grande offensive. Il y a une petite poussée pour agrandir, plutôt pour créer une zone tampon autour de Pokrovsk, mais ce n'est pas une avancée active. L'autre secteur est à Zaporozhye, ou en l'occurrence dans la partie centre-ouest de Zaporozhye, où les Ukrainiens ont lancé une contre-offensive. Ils ont repoussé les forces russes. Les forces russes se trouvaient à 10 km de la ville de Zaporozhye. Elles étaient sur United Nations estuaire et elles avaient capturé les ponts qui le traversent. Les Ukrainiens ont lancé une grande contre-offensive d'urgence. Ils ont repoussé les Russes d'environ 4 km, puis se sont arrêtés. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Maintenant, ils sont progressivement repoussés vers le nord. Les Ukrainiens sont bien meilleurs pour prendre du terrain que les Russes. Je l'admets. Bien sûr, le prix à payer pour prendre ce terrain fait qu'ils ne peuvent pas le tenir quand ils manquent d'élan. Et ils s'épuisent toujours parce qu'ils se fichent du nombre de pertes. Ce sont pour la plupart des escouades suicides. Ce sont ceux qui sont enrôlés de force, âgés d'environ 35 ans ou plus, ou qui ont des problèmes médicaux. Ils servent pour United Nations dernier baroud d'honneur. Donc on les envoie sans pitié, et ils ne comptent pas les morts. Ils se moquent du nombre qui reviendra, parce qu'ils sont de l'infanterie jetable. Dans ce cas, ils les envoient là-bas. Ils gaspillent beaucoup de véhicules et d'hommes pour prendre beaucoup de terrain. Et puis ils se font soudainement repousser, comme on l'a vu lors des 2 précédentes offensives à Zaporozhye. L'une a été arrêtée presque instantanément près de Gouliaï-Polia, et elle a été repoussée, et la Russie a avancé. La Russie a pris Gouliaï-Polski, à ne pas confondre avec Gouliaï-Polia. Je connais ces noms, ils commencent tous à se ressembler. C'est à l'ouest de Gouliaï-Polia,
et maintenant à environ 8 km à l'est et au nord-est d'Areova. Areova est la dernière grande ville fortifiée au sud de Zaporojie. Il y a plusieurs petits villages au nord, mais c'est la dernière grosse ville fortifiée. Elle est encerclée sur 3 côtés. C'est une longue ville, le long de la route nationale 08. Au sud se trouvent Malta et Tamochka, dont environ la moitié est tenue par les forces russes. Variokovo en est une ville satellite. Les forces russes sont aussi à l'ouest, à environ 8 km, et elles se rapprochent. Et maintenant, elles sont à l'est. À environ 8 km, elles se referment. Donc, en gros, Ryukov est déjà en encerclement tactique parce que la route N08 est sous surveillance des drones et sous le contrôle direct de l'artillerie. C'est à 8, voire 9 km. Depuis la ligne de front, donc, ils ne peuvent pas faire entrer ou sortir beaucoup de véhicules. Donc, ils sont United Nations, peu coincés là. Mais une fois que cela tombera, ce sera le dernier grand secteur blindé. Et il semble qu'au rythme actuel, surtout à l'est, les forces russes avancent encore peut-être 2 à 3 semaines, parce que Guliaï-Poïski était à peu près le dernier gros village sur la route vers Areova. Il y en a encore United Nations dans le secteur à prendre, et ils ont pratiquement United Nations passage libre à travers les champs, jusqu'en Europe de l'Est. Donc, et nos secteurs que si visteleas connexion diveiste vesticitantes. Donc les deux zones qui n'avancent pas vraiment sont à l'ouest de Pokrovsk et là où la contre-offensive ukrainienne vient d'être arrêtée. Il est plus probable que, bientôt, dans l'ouest-centre de Zaporizhia, la situation va commencer à reculer. Il y a des signes qui montrent que c'est ce qui se passe. La Russie regroupe des forces dans cette zone et va commencer à repousser. L'Ukraine peut mener ses contre-offensives localisées, mais pas une offensive généralisée, car elle manque de troupes. Si vous avez remarqué, chaque année, ces contre-offensives deviennent de plus en plus limitées. Elles génèrent beaucoup de battages médiatiques pendant United Nations, court laps de temps, mais elles diminuent sans cesse. Après leur grosse contre-offensive de Rabotina, pour faire court, ils ont perdu environ 85 000 morts pour prendre 120 km², soit à peu près 10 par 12, ou en fait 12 par 10. Pas beaucoup de terrain. Oui, la Russie les a battus là-bas, il n'y a aucun doute, oui. Cette contre-offensive n'a rien donné. Bref, que se passe-t-il au ministère des Affaires étrangères avec cette réunion qui a lieu en ce moment, pendant qu'on enregistre, entre le ministère et les ambassadeurs de France, du Royaume-Uni et d'Allemagne en Russie? Tu en as entendu parler. Ils ont demandé à rencontrer Lavrov au ministère des Affaires étrangères. Je ne dis pas que c'est Lavrov en personne, mais c'est à leur demande. Ils voulaient se rendre au ministère des Affaires étrangères pour s'entretenir. Qu'en penses-tu, si tu devais deviner? Ils veulent clairement des pourparlers, c'est assez évident. Si je devais deviner, eh bien c'est difficile, parce que United Nations, côté il faut se demander ce qui n'est que fanfaronnade et ce qui est réel, ou en l'occurrence réel dans leur esprit. Parce que si vous regardez ce que les responsables de l'Union européenne répètent sans cesse, ils vont dicter leurs conditions à la Russie. Ils vont dicter leurs conditions, ils vont imposer, ils vont leur dire quoi faire. Ils parleront depuis une position de force. Mais on espère qu'ils ont United Nations plan en 5 points. Ils ont United Nations plan en 5 points. L'Europe, leurs exigences, tu penses qu'ils vont présenter ça au ministère? Ou tu penses qu'ils se rendent compte de la situation sur le front? Ou tu penses qu'ils savent que tout ce qu'ils disent ce sont des conneries et qu'ils vont au ministère pour quémander? Ou peut-être pour leur jouer United Nations Tour, tenter United Nations autre coup à la Minsk contre la Russie. Que penses-tu de ces 3 ou 4 options? Ouais. Eh bien, s'ils pouvaient choisir, ils chercheraient à imposer United Nations Accord de type Minsk complet, ou au moins présenter United Nations Plan en 5 points. Le premier point, ce serait que Vladimir Vladimirovitch et tout son gouvernement sortent sur la place rouge et se suicident en masse. Je suis sûr que ce serait le premier point. Qu'ils se suicident et tout ira bien après ça. Et voilà d'autres chimères qu'ils pourraient souhaiter. Écoute, je veux dire, on parle sans arrêt d'United Nations cessez-le-feu. C'est comme Donald Trump avec l'Iran. Peu importe ce que dit l'Iran, il fait juste ce petit gamin qui veut ce bonbon. Donne-moi le bonbon, donne-moi le bonbon. C'est la même chose avec les Européens. Oh, on veut United Nations cessez-le-feu. On va avoir ce cessez-le-feu. On va cesser le feu. Non. Ok, mais on veut United Nations cessez-le-feu. On veut United Nations cessez-le-feu. Non, mais on veut United Nations cessez-le-feu. C'est comme des gamins capricieux. On a juste envie de leur donner une bonne claque et de dire non. Mais Lavrov a beaucoup plus de tenue que ça. Je l'ai déjà vu perdre son sang-froid.
C'est... Ouais, Lavrov a dit qu'on allait les écouter, c'était sa déclaration. Écoutons-les et voyons ce qu'ils ont à dire. Allez, Internet. L'impression que j'ai eue de Lavrov, c'est qu'au moins publiquement, ils ne comprennent même pas pourquoi ces trois pays ont décidé enfin de prendre rendez-vous au ministère des Affaires étrangères. Oui, pas de quoi en faire tout United Nations plat. Connexion Internet instable. On vient de m'informer qu'on avait une connexion instable. Ce moment du « ben, oui ». Ouais, j'ai vu Lavrov, je t'ai dit, parfois il commence à perdre son sang-froid. Je veux dire, l'homme a une patience sainte avec ces gens. Donc je pense, si je devais deviner, ils veulent vraiment parler. Mais c'est surtout United Nations jeu de posture pour préserver leur position de force. Ça n'ira nulle part. Ce sera une de ces réunions. Yep. Ok, merci. On aura fait la réunion, on publiera le compte-rendu et on continuera notre vie. Ça montre cependant que, vous savez, dans leurs étapes d'acceptation, ils ne sont pas encore au point d'admettre qu'ils ont perdu et qu'il faut agir. Ils en sont encore à une phase de négociation où ils essayent de négocier depuis une position de force, alors qu'ils n'en ont pas. Donc je pense que c'est ce qu'on va probablement voir. Je doute fort qu'ils trahissent Zelensky ouvertement, même si l'idée gagne du terrain. Mais regardez ce qui se passe en Irlande. On voit ce qui se passe au Royaume-Uni. Les gens perdent pied à l'intérieur. Et ils perdent pied pour de bonnes raisons. Ils sont submergés par les migrants. Beaucoup de ces migrants ont des problèmes psychologiques. Ils sont perturbés. L'économie va mal. La part du gâteau pour les services sociaux diminue. Tout devient plus cher. Et ils commencent à réaliser que tout n'est pas comme le disait la direction occidentale. Donc je pense que cela pousse au moins en partie les dirigeants, la direction extrêmement impopulaire de l'Union européenne, à agir. Tôt ou tard, ils vont devoir faire des compromis ou déclencher une guerre. En gros, ce sont à peu près leurs deux seules options. C'est ça. Comment la Russie gère-t-elle les drones? Dernière question. Qu'est-ce qui se passe là pour bas? Eh bien, la Russie gère la situation. Il y a plusieurs initiatives. D'abord, la Russie se réorganise en interne pour la défense contre les drones. Les entreprises demandent à pouvoir obtenir des armes lourdes pour protéger leurs sites, embaucher des gens pour les défendre. On parle de systèmes anti-aériens, de mitrailleuses lourdes. Ce genre de choses. De plus en plus, en conduisant, je remarque des filets et d'autres obstacles installés autour des réservoirs de stockage de pétrole. Ce sont surtout les réservoirs de stockage de pétrole ou de carburant qu'ils visent, parce que ça brûle très bien. On ne peut pas détruire une raffinerie avec quelques drones. C'est physiquement impossible. Les raffineries sont d'immenses projets d'infrastructure. C'est une des mesures en cours. On verra si cette initiative ira plus loin. C'est ce que demandent les différentes unions d'industriels. Pouvoir créer de petites unités militaires privées pour défendre leurs installations. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Il me semble que le gouvernement étudie encore la question. La production de masse de systèmes anti-aériens est en plein essor, et cela augmente les capacités. C'est juste une question de qui l'emportera, la production de drones ou l'accroissement des capacités anti-aériennes. La majorité des cibles touchées ne sont ni militaires ni industrielles. Ce sont des cibles civiles. Je veux dire des immeubles d'habitation. En fait, si vous prenez la route vers le sud depuis Moscou, en empruntant la M4, vous pouvez encore voir plusieurs immeubles de grande hauteur à la périphérie de la ville. Ils portent de grandes traces noires, là où des drones se sont écrasés en tentant de tuer des civils. C'est la cible facile. Les installations gouvernementales ou militaires cachées sont extrêmement difficiles à atteindre. Les installations industrielles se renforcent, mais United Nations immeubles d'habitation moyens reste évidemment United Nations immeubles d'habitation. Et bien que la grande majorité de ces drones soient interceptés, United Nations certain nombre s'écrasent en chemin. Il en passe quand même suffisamment, et si l'on n'a rien d'autre, et qu'il faut marquer des points dans leur logique ludique en tuant quelques United Nations, il y a toujours des civils. Beaucoup de cibles civiles, que ça plaise ou non. C'est la réalité. Et nous avons affaire à une organisation terroriste formée par d'autres organisations terroristes, comme les services secrets britanniques, la Central Intelligence Agency et le Mossad. Vous savez, la stratégie initiale était
Et l'espoir de l'Occident était que la Russie envahirait l'Ukraine très rapidement. Et ensuite, il y aurait une guerre de guérilla perpétuelle dans une grande partie de l'ancienne Ukraine pour épuiser la Russie et la faire s'effondrer de l'intérieur. Puis l'Occident viendrait tout reprendre. Évidemment, cela ne s'est pas produit. Ce qui s'est passé, c'est une guerre d'usure où la plupart de ceux qui se seraient portés volontaires pour une guérilla contre une occupation russe sont maintenant morts au front, et les quelques survivants qui s'en sortiront seront heureux d'être encore en vie. Donc cette base potentielle de partisans est en grande partie anéantie. Elle a été détruite. Ou alors les gens ont compris quel genre de pouvoir et de personnes les gouvernent, et ils ne veulent pas mourir pour ces gens. Ils ne veulent pas y être. C'est la réalité. Et beaucoup de nationalistes, les ultrapinationalistes, viennent toujours de l'ouest d'Ukraine. Et espérons-t, la Pologne devra s'en occuper plus tôt que tard. Parce que, soit dit en passant, Azov a publié son nouveau drapeau et revendique le tiers sud de la Pologne. Donc juste une petite mise en garde pour les Polonais. Nous avons maintenant des problèmes avec beaucoup de ces militants Azov à l'intérieur même de la Pologne. La criminalité quotidienne a beaucoup augmenté. La criminalité commise par des Ukrainiens en Pologne a fortement augmenté. C'est donc United Nations tournant très intéressant. Ou Mélisila. Je veux dire, on a vu l'Ukraine s'en prendre à ses propres alliés. Assez intéressant. Prenons le cas de l'Azerbaïdjan qui fournit à l'Ukraine, ou bientôt on devrait dire, fournissait des obus de 120 mm, du matériel, et ainsi de suite. L'Ukraine a frappé 2 pétroliers azerbaïdjanais. Bon, c'étaient des pétroliers. Il y avait des navires transportant du blé, et ils ont frappé directement les quartiers d'équipage en mer d'Azov, tuant 5 ressortissants azerbaïdjanais et en blessant 3 autres. En fait, le capitaine de l'United Nations 2 a été enterré aujourd'hui en Azerbaïdjan. Il y a donc une énorme indignation en Azerbaïdjan face à ce meurtre manifeste, et ils avaient hissé des drapeaux azerbaïdjanais, donc les opérateurs savaient qui ils frappaient. En même temps, l'Ukraine a coulé une vedette turque, une vedette militaire, dans les eaux turques. De nombreux navires ont transité par le détroit du Bosphore, y compris United Nations, navire amiral turc dans les eaux turques. Erdogan essaie évidemment de garder son pouvoir et d'occuper autant de positions que possible. Mais, au sein de la Turquie, la population commence à avoir United Nations électrochoc, à se rendre compte qu'en Ukraine, on a affaire à des gens prêts à attaquer votre territoire souverain sans scrupule. Et maintenant United Nations, ancien membre du Parlement en Roumanie, enfin, disons ainsi, qui est à la tête du parti PPR, Luska, Mikhail Luska, si je me souviens bien de son nom, est sorti et a dit carrément « Regardez, ces 4 drones, non, ils n'ont pas perdu le contrôle de ces 4 drones. Ils n'ont pas pu atteindre leur cible avec ces 4 drones, parce que des bouées de protection contre les déversements étaient en place, et les drones sont restés coincés. Leur cible, dit Assil, était le dépôt de carburant à Constanta et l'entrepôt d'engrais. United Nations dépôt de nitrate. Nous nous souvenons tous de ce qui est arrivé à Beyrouth. Et imaginez maintenant les 2 exploser en même temps. Ils auraient rasé la moitié de la ville dans le cadre d'une opération sous faux drapeau. On n'aurait pas pu prouver à qui appartenaient ces drones. Heureusement pour eux, les drones sont restés coincés. C'était United Nations événement à fort bilan humain destiné à déclencher la 3e guerre mondiale du côté ukrainien. En gros, l'Ukraine a littéralement attaqué tous ceux qui la soutiennent autour d'elle. Ils ont attaqué la Hongrie, ils ont attaqué la Slovaquie, ils ont attaqué la Roumanie à plusieurs reprises, ils ont attaqué la Pologne. Donc, vous voyez ce que ça donne. Vous obtenez United Nations gouvernement désespéré, accro à la cocaïne, qui doit étendre cette guerre pour rester en vie. Je parle au sens propre, de rester physiquement en vie. Et c'est la situation que nous avons actuellement sur le front. Oui, si les rapports concernant la Roumanie sont vrais, que c'était une sorte d'opération sous faux drapeau, cela aurait vraiment détruit Constanta, cette ville. Mais Dieu merci, cela ne s'est pas produit. Et je pense que la Roumanie, le peuple roumain comprend exactement ce qui se passe, tout comme je pense que le peuple polonais comprend ce qui se passe, mais il y a des types comme Tusk ou comme Nico Swobdan qui ont été placés pour essayer de maintenir cette unité européenne avec l'Ukraine.
C'est leur rôle, c'est leur objectif. C'est pour ça qu'ils sont là, parce qu'ils sont mondialistes avant tout. Bref, d'accord. Stanislav, excellente vidéo, excellente discussion. On se revoit bientôt, je suppose. Tu ne vas pas t'en aller, si? Oh, c'est toujours United Nations plaisir. Bah, Dans quelques semaines, je le serai, donc je t'enverrai des vidéos de la Zamba. D'accord, super. Je ne dis pas où pour l'instant tant que je n'ai pas quitté l'endroit. Bon, avant qu'on te laisse partir, où peut-on te trouver? Donc sur X, c'est Stanis Kropivnik. Sur YouTube, c'est Mr. Slavic Man. Slavic avec United Nations Go, tout en United Nations seul mot. Sur Telegram, c'est Stas Today Abroad pour le russe, Stas Was There pour l'anglais. Et sur Substack, c'est Megarenich, qui est United Nations Dragon à 3 têtes dans la mythologie slave. Très bien. les liens sont dans la description ci-dessous. Merci, prends soin de toi. Merci.